Le danger ignoré, ce que le manque de données nous apprend. Avez-vous déjà réfléchi aux raisons pour lesquelles certaines prédictions échouent de manière spectaculaire? Peut-être pas. Mais prenons l'exemple ici de l'élection présidentielle américaine de 2008. Alors, il faut se dire ceci. De nombreux sondages indiquaient que John McCain était en tête. Pourtant, Barack Obama a remporté une nette victoire. Que s'est-il passé? Ces sondages se basaient sur des appels effectués uniquement sur des lignes excluant ainsi pas des lignes, mais des lignes fixes. D'accord? Donc, les sondeurs appelaient uniquement les personnes sur des lignes fixes, excluant ainsi les utilisateurs de téléphones portables souvent plus jeunes, plus urbains et plus susceptibles de voter démocrate. Cette exclusion a conduit à une erreur significative dans les prédictions. Donc cet exemple ne se limite pas à une simple anecdote électorale. Il met en lumière un problème plus large, pertinent dans des domaines comme les marchés financiers ou l'économie, à savoir un manque de données ou des données mal choisies peut fausser notre compréhension et nos décisions. Explorons pourquoi des échantillons trop restreints posent problème et comment adopter une approche plus prudente face aux données. Alors, retournons en 2008 un tout petit peu. Mettons-nous dans le contexte. En 2008, les sondeurs ont interrogé un grand nombre de personnes pour prédire l'issue de l'élection, mais uniquement via des lignes fixes. Environ un tiers des Américains, notamment les plus jeunes et les plus diversifiés, utilisaient exclusivement des téléphones portables et étaient majoritairement favorables aux démocrates. Leur absence dans les sondages a biaisé les résultats en faveur de McCain, comme l'a noté l'analyste Nate Silver, dont je recommande d'ailleurs le blog de la personne en question. C'est un statisticien et il vous montre à peu près quels sont les pièges. En fait, c'est de là que j'ai tiré la phrase disant qu'on peut faire raconter aux chiffres tout ce qu'on veut. Okay? Donc faites attention, les statistiques, il faut toujours poser la question de savoir quels sont les éléments qui sont inclus à l'intérieur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des sondages, ma question est toujours de savoir, mais qui est-ce qu'on a interrogé, sur quoi se base l'échantillon. Donc, je veux voir à peu près quelle est la spécificité ici de l'échantillonnage. C'est ça qui m'intéresse de manière générale, plutôt que de savoir si 90% ici vont voter tel ou bien 90% disent que telle personne va gagner à telle élection. Non. Faites attention au sondage, parce que ça pousse parfois des gens à se dire « Oh, ça ne sert à rien de voter parce que, de toute façon, la personne a déjà gagné, vu que les sondages donnent la personne telle ou telle personne déjà gagnante. Donc, ça ne sert à rien d'aller voter. » Non, c'est une erreur. Faites attention, les sondages ne peuvent pas être vrais, ça ne peut pas... Enfin, ça ne représente forcément pas la réalité. Tout dépend de la méthodologie derrière. C'est le plus important. Posez-vous les bonnes questions. Quand on vous dit ici, quand l'analyse vous dit price target $50, posez-vous les bonnes questions. Comment est-ce qu'on arrive à ce price target? Qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce que la méthodologie utilisée ou bien les chiffres utilisés me paraissent corrects ou pas? Le fait juste de dire que les analystes s'attendent à $50 ou bien $100, on s'en fout royalement. Ça ne veut rien dire. Comme je l'ai toujours dit, ça veut simplement dire qu'ils sont optimistes ou pessimistes. Point barre. Mais la vraie question, c'est pourquoi? Donc, idéalement, pour obtenir une image exacte, il faudrait interroger chaque électeur. Cela étant impossible, on utilise un échantillon représentatif. Cependant, si cet échantillon est trop petit ou omet des groupes importants, les conclusions risquent d'être incorrectes. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce problème ne concerne pas seulement les sondages électoraux, parce qu'ici on parle de stock picking, précisément, d'accord? Donc, ça ne concerne pas juste les sondages électoraux, mais touche aussi d'autres domaines comme l'analyse économique ou financière. Par exemple, nous cherchons souvent à prévoir la date ou l'ampleur de la prochaine récession. En tout cas, quand je dis nous, je n'aimerais pas dire vous, parce que moi, personne, disons que je m'inclus à l'internet sur cette chaîne. Ça ne nous intéresse pas de savoir quand est-ce que la prochaine récession va arriver. Elle va nous trouver et sans doute, enfin moi je serai 100% investi certainement ici, mais ça ne veut pas dire ici que en sélectionnant mes stocks ici aujourd'hui, je me dis ça ne va jamais arriver. Non, je sais que ça arrivera. Et dans tous les cas de figure, il faudrait que je sois prêt dès aujourd'hui. Il faudrait que je me prépare à la prochaine récession. Et se préparer, c'est déjà avoir un horizon long terme, sélectionner des actifs qualitatifs, à bon prix, avoir une épargne, enfin, quand je dis avoir déjà l'épargne de sécurité, c'est la première chose, ok? Avoir une épargne de sécurité minimum ici, qui nous permettra ici, en période ici difficile, de ne pas trop regarder ici la variation ici de notre portefeuille boursier. Bref, revenons à notre article, ok? Pourtant, les données disponibles sont rares.
Sur 156 ans, seulement 33 récessions ont été enregistrées. Je parle ici du point de vue américain. Attention, ok? Donc, sur 156 ans, seulement 33 récessions ont été enregistrées. Je vous encourage à aller voir ici, c'est quoi la définition d'une récession. Ok? Donc, en se limitant aux 50 dernières années aux États-Unis, ce chiffre tombe à 7. Donc, sur les 50 dernières années, on a eu 7 récessions. Avec un si petit nombre d'occurrences, des concepts comme récession moyenne ou marché baissier typique reposent sur des bases très fragiles. Alors, même les données existantes peuvent manquer de précision. Prenons la récession de 1920. Certaines estimations estiment une chute aux États-Unis, une chute du PIB ici de 2,4%, d'autres de 6,9%. Cette variation importante complique l'analyse. De même, les cracks boursiers majeurs sont rares. Depuis 1928, l'indice du S&P 500 n'a chuté que de 50% ou plus que... Enfin, quand je dis n'a chuté de 50% ou plus que 3 fois. Depuis 1928. Donc, depuis 1928, on a eu le S&P 500 à plus de 50, à moins 51% et plus 3 fois uniquement. 3 fois. Et 50 ans, enfin, je dis 50 ans, c'est assez, d'accord, pour la vie, dans la vie d'un investisseur. D'accord? Donc, avec si peu d'exemples, établir une tendance générale est difficile. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de données, mais en termes statistiques, ce n'est pas beaucoup. OK? De plus, les conditions économiques, ne l'oubliez pas, et les structures des marchés évoluent avec le temps, rendant les comparaisons historiques délicates. Quand je compare le marché de 1928 et celui de 2008, ce n'est pas la même chose. OK? Bon, la folie humaine c'est toujours la spéculation, etc. Ça, il y a de fortes chances que ça reste de ce côté-là, que ça ne change pas. Mais les raisons sont parfois différentes. La structure du marché est différente. Les grosses entreprises ici sont parfois dans des secteurs totalement différents. OK? Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire ici dans la suite. OK? Donc, les conditions économiques et les structures des marchés évoluent avec le temps, rendant les comparaisons historiques délicates. Donc, faites attention quand vous comparez 2008. Vous avez souvent vu ce graphique-là qui compare ici les années 2000 et les années actuelles par rapport à la tech, etc. Ce graphique-là, franchement, c'est uniquement basé, tant que c'est uniquement basé sur le prix, ça ne veut strictement rien dire du tout. Ça n'a aucune pertinence. Je dis bien aucune pertinence. Parce que si vous allez regarder au niveau des bénéfices nets de ces différentes entreprises, vous allez voir que les niveaux les multiples de valorisation sont différents. Et parfois, les entreprises même qui dominent ces différents indices-là sont de qualité différente. On va le dire comme ça. OK, pour être gentil. Donc, parlons maintenant du ratio CAPE. C'est le Cyclically Adjusted Price to Earning. Donc, c'est le PER ajusté à l'inflation que vous pouvez retrouver ici. Vous entendez souvent les gens dire ici que le marché est surévalué en se basant sur cet élément. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut faire attention quand on vous parle de statistiques. Il faut toujours dézoomer un tout petit peu et vous poser les bonnes questions. Et quelle est la bonne question à se poser? Un autre exemple est le ratio CAPE, utilisé pour évaluer la valeur des actions. Depuis 1871, sa moyenne est de 17,23. J'ai parlé de la moyenne, pas de la médiane. C'est deux choses différentes. Et vous savez ici que nous, on préfère quoi? On préfère la médiane. Donc, la médiane aura un chiffre moins élevé, la moyenne sera à peu près de ceci. Donc, ce qui veut dire, autrement, ça veut dire que si vous payez si le marché s'échange au-dessus de 17,23, il est surévalué. OK? Si c'est en dessous, il est sous-évalué. Dit simplement, ça veut dire ça. Mais attention, il faut apporter généralement des nuances. Depuis 1871, sa moyenne est de 17,23. Cependant, depuis 1957, elle est de 20, à peu près. Et depuis 1990, elle atteint 25,3. La moyenne depuis 1871 est de 17,23. Depuis 1957, c'est 20. Et depuis 1990, c'est 25,3. Pourquoi? Quelle moyenne est la plus pertinente? Cela dépend de la période choisie et des changements structurels dans les marchés qui sont difficiles à mesurer précisément. Donc, cela montre à quel point les données peuvent être instables. Et si on revient à l'exemple, depuis 1990, qu'est-ce qui a changé? La structure même du S&P 500 a changé. Il est majoritairement ici pondéré technologie. Majoritairement. Or, on sait que ces entreprises sont des business asset light. Donc, très peu d'actifs physiques.
C'est essentiellement du service. Enfin, on va dire pas essentiellement, mais c'est très peu d'actifs physiques. Il faut également se dire ici qu'il y a une croissance séculaire derrière qui n'est même pas encore terminée. Et il faut également rajouter un autre élément, c'est que ce sont des entreprises qui ont tendance à se négocier à des niveaux de multiples assez élevés, notamment par rapport à tout ce que je vous ai cité tantôt. Très peu d'actifs, des marges généralement très élevées et une croissance séculaire qui est bien visible. Est-ce qu'on peut se dire que 25 fois les bénéfices est surévalué si le S&P 500 est pondéré à 50% ici au niveau technologique? Peut-être pas. Et donc, il faut souvent apporter des nuances. C'est important. Le marché de 1971 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Celui de 1957 n'est pas le même qu'aujourd'hui. Parfois, même dans le S&P 500, on n'incluait même pas les compagnies financières avant 1975 ou 76, quelque chose comme ça. Donc, faites attention. La curiosité, les amis, c'est important. L'art de se poser les bonnes questions, c'est très important. Ne vous laissez pas... Quand on vous donne un chiffre, allez toujours vérifier. Ici, je fais toujours exprès de ne pas donner des sources ou des choses comme ça. Parce que je vais vous pousser à faire une chose, aller fouiller. Histoire ici de déconstruire mon raisonnement à moi. Parce que je ne veux pas ici une armée de suiveurs. Je veux des gens qui vont avoir tendance à allumer leur cerveau un tout petit peu. OK? Et donc, pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour aider les gens à investir. Ne pas vous donner tout cuit dans la bouche. Non, pas du tout. Mais vous aider à réfléchir. Parce que c'est essentiellement ça qu'on fait. Pour faire du stock picking, investir à long terme, mes amis, enfin, nous, on choisit de faire du stock picking. Nous, on n'est pas dans le combat ETF, machin, truc. Achetez des ETF si vous voulez. Moi, je choisis de faire du stock picking ici. Ça me réussit plutôt bien ici et je ne m'en plains pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que faire du stock picking, ça demande du temps et pour le faire sérieusement, il faut apprendre à se poser les bonnes questions. Intellectuellement, c'est réjouissant. C'est bon pour le cerveau. C'est un peu comme les mots croisés. Et ça vous permet ici d'avoir un tout petit peu de... Comment on dit ça? Enfin, on va laisser ça de côté, mais voilà. C'est intéressant, on va le dire comme ça. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Quand quelqu'un va vous dire ici que oui, les marchés sont surévalués, nuance. Quand tu parles du marché, tu te bases sur quoi? Première question. Deuxièmement, quand il va utiliser, oh, mais le S&P 500, d'accord, mais le S&P 500, il est surpondéré en tech ou pas? Oui, tu comprends. Est-ce que ces entreprises ont tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices en moyenne? Oui, mais 25 fois c'est surévalué. Mais non, ça dépend. Elles ont des marges de combien par rapport à la moyenne des autres secteurs d'activité? Tu vas voir qu'on a généralement les marges les plus élevées. Je vous renvoie sur le site de Damodaran, il le fait très souvent. Il y a un grand historique par rapport à ça. Mais là n'est pas le problème. Vous commencez à comprendre ici que les datas, faites attention. Quand on vous les présente, posez-vous toujours les bonnes questions. Quand on vous dit ici que sur LVMH, on s'attend à peu près en termes de cash flow opérationnel à 51,38 $. Ça veut simplement dire que les analyses sont optimistes d'ici 2027. Mais ces mêmes analyses sont optimistes depuis 2023. Par rapport à 2025. Or, on voit ici qu'il y a une certaine morosité, le changement dans le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. Beaucoup ont oublié que le secteur du luxe, ils ont pensé que le luxe, c'était un secteur à part qui ne va jamais connaître de récession, qui ne va jamais connaître de période baissière. Or, c'est un secteur cyclique. La vraie question à se poser, si moi j'avais analysé ce genre d'entreprise, c'est simple. Quelle est la taille du marché? OK? Regardez l'évolution de la taille du marché depuis à peu près une vingtaine, une trentaine. En tout cas, prenez le plus grand laps de temps, donc le plus grand historique disponible. OK? Ensuite, il faut regarder quels sont les drivers derrière. Qu'est-ce qui pousse les gens à acheter du luxe? Peut-être que plus le niveau de vie augmente, mieux c'est. Vous allez voir ici que dans ce type, pour LVMH, ce n'est pas juste les ultra riches, c'est surtout même la classe moyenne. Donc, tant qu'elle va bien, tant mieux pour nous. Or, si elle doit se serrer la ceinture, elle doit choisir entre manger et acheter un Louis Vuitton. Excusez-moi, mais on va manger avant tout. Donc, vous comprenez qu'on aura tendance à se serrer un tout, à ralentir au niveau de la consommation. Or, est-ce qu'on peut se dire que c'est un secteur qui va mourir demain ou après-demain? Est-ce qu'on peut se dire ici que la taille du marché va avoir tendance à décroître? Non, c'est un marché en pleine croissance. Et aujourd'hui, LVMH propose un prix de plus en plus intéressant. Et ça pourrait continuer à baisser. Personne n'en serait. Le plus important ici, c'est la vraie question à se poser. Est-ce que vous pensez que LVMH peut maintenir à peu près le même niveau de revenus pour les années à venir? S'il n'y a plus de croissance, quel est le multiple de valorisation que vous allez payer pour LVMH? Une compagnie, je vous le rappelle, qui a un pricing power. Oui, vous allez me parler des tarifs, etc. Mais attention, on néglige son pricing power. Donc, on aura certes un impact sur la demande à court terme, mais quand on regarde le long terme ici, je suis prêt à parier que LVMH va maintenir les marges, au moins maintenir les marges actuelles. C'est la première chose. Je dis bien au moins maintenir.
Pour ne pas dire ici que je pense qu'on pourra avoir des marges de plus en plus élevées. Mais bref, ça, ce n'est que mon avis. Je suis prêt à prendre le pari sur LVMH ici et courir le risque de me tromper. Mais ça ne sera pas plus grave que ça. Mais essentiellement ici, on a des éléments qui vont dans notre sens. Mais également, il faut savoir déconstruire même sa thèse d'investissement la plus optimiste. Il faut la déconstruire. Prenons également des datas qui pourraient aller dans le sens contraire. Or, les Chinois consomment de moins en moins. Pensez réellement que c'est facile de réinventer. Après, on prend le raisonnement contraire. Ouais, mais ils sont de plus en plus nationalistes. Ils vont favoriser ici leurs différentes marques, etc. Lang Lang Brands ou bien Ling Ling Brands ou bien Brabla Brands ne sera jamais LVMH. Faites ce que vous voulez. Ça ne sera jamais LVMH. L'historique même de ces différentes marques a une certaine valeur qui lui donne le droit d'augmenter les prix. Qui ne sait pas aujourd'hui que pour acheter du LVMH, en fait, c'est le logo qu'on achète. Vous ne le saviez pas? Ça vous pensez réellement que c'est nouveau? Vous avez vu toute la campagne négative des Chinois, etc. Vous pensez vraiment que c'est nouveau? Ça va empêcher les gens de continuer à acheter de Louis Vuitton? Je vous dis bien, prenez 2 sacs Hermès, prenez 2 sacs modèle, enfin, prenez un sac Hermès et prenez un autre un sac du même modèle, sans marque. Je dis bien sans marque, même qualité. Il y aura toujours des gens qui vont préférer Hermès. Parce que l'être humain est comme ça. D'accord? On aime souvent montrer que oh, j'ai du Hermès. Donc je m'habille. Tu connais le prix, tu sais ce que ça vaut. Il ne faut pas sous-estimer cette partie-là de l'être humain. Nous, si on était rationnel, on aurait pris le côté gauche. Donc on aurait choisi la partie sans marque. Or, quand vous allez l'être humain de manière générale, il y a de fortes chances qu'il continue à être irrationnel. OK? Et donc, si on revient sur nos affaires de données, bon, mettons ça entre parenthèses, si je reviens sur les données de manière générale, on va se dire une chose, c'est que faites attention à ce qu'on vous présente, le tableau qu'on vous présente généralement ici. Ce n'est jamais blanc ou noir. Il peut parfois avoir des nuances. Le plus important, c'est d'aller creuser en profondeur. J'ai pris l'exemple des données ici, juste pour vous montrer qu'on peut vous tromper. On peut faire raconter aux data ce qu'on veut. Et faites souvent attention à ce que vous voyez. Ce n'est peut-être pas la réalité pour tout le monde. OK? Ce n'est pas parce que tu détestes le jaune que tout le monde n'aime pas le jaune. OK? Faites attention. Bref, revenons à notre document et terminons-le rapidement. Alors, imaginons un instant que nous disposions de 10 000 ans de données fiables et cohérentes. Ces données pourraient indiquer si les performances boursières du siècle dernier étaient exceptionnelles ou au contraire modérées. Elles pourraient aussi révéler si des événements comme la crise 2008 sont fréquents ou rares. Malheureusement, avec le peu d'historique dont nous disposons, je rappelle bien, nous avons peu d'historique en réalité, c'est pas beaucoup. D'accord? Donc, nous avons peu d'historique et donc nos prédictions reposent davantage sur des suppositions que des certitudes. Nos suppositions reposent davantage sur des... Nos prédictions reposent davantage sur des suppositions que sur des certitudes. Donc, il faut toujours rester humble par rapport aux data. Revenons à ce que j'ai dit précédemment par rapport à LVMH. Est-ce que je peux me tromper? Bien sûr. Je dois déjà être conscient que je pourrais me tromper aujourd'hui. Par rapport à ce que j'annonce, par rapport à ce que je disais tantôt sur LVMH, il y a de fortes... Si je me trompe, enfin, vu qu'il y a le risque ici de se tromper, comment est-ce qu'on agit en conséquence? En termes de pondération dans le portefeuille. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, on aura de plus en plus de data qui nous permettront aussi d'affiner notre raisonnement. D'accord? C'est ça, faire du stock picking. Donc, vous voyez ici que c'est un jeu d'équilibre. D'accord? C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est un art plus qu'une science. Les chiffres, c'est bien, c'est la partie quantitative, mais c'est le jugement qui nous permet de tenir. C'est le jugement. Le jugement ici, combiné à un bon tempérament. Donc, on revient encore sur la psychologie. Je dis toujours que les chiffres, c'est la partie la plus facile. La compréhension, le tempérament, le jugement, c'est à ce niveau-là que vous devez travailler. L'art de se poser les bonnes questions, c'est important. Mais maintenant, le courage de tenir une position en période difficile, cette partie-là également est souvent négligée. On ne peut pas vous l'apprendre. La seule manière pour vous de généralement tenir à long terme, c'est parfois d'être entouré de personnes qui ont qui pourraient vous challenger sur le plan intellectuel. OK? Et qui ont également à peu près une vision à long terme. Pas quelqu'un qui va changer d'avis. Aujourd'hui, il est positif sur LVMH. Demain, il te dit, ah, ouais, je n'achète plus. Alors qu'il y a 6 mois, il te dit, ouais, à chaque fois que ça a baissé, je vais acheter. Non, aujourd'hui, ça change d'avis. Parce qu'en réalité,
Ceux qui font du stock picking sont généralement, enfin, la majorité sont des girouettes. D'accord? C'est pas une insulte, hein. Au gré ici du vent, ils changent d'avis. C'est pour ça que parfois, ils ont souvent de très mauvaises performances. Donc, à la base, on va se fier certes aux éléments quantitatifs. Et quand on se fie aux éléments quantitatifs, il faut toujours se poser la question, est-ce que les datas que je prends sont pertinentes? OK? Je voulais pas que cette vidéo dure. J'espère que je vais avoir tendance à... La majorité va avoir tendance à comprendre ce que je dis, parce que parfois, je ne sais pas si mon discours est très accessible ici. Je peux parfois quitter ici du coq à l'âne, mais pour moi, tout est lié. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous lisez sur la bourse, c'est pas très différent. Des éléments, c'est pas très différent quand vous allez lire sur la biologie. Il y a des éléments que vous allez récupérer dans la biologie qui vont être utilisés dans vos décisions d'investissement de manière générale, pas juste sur les entreprises, mais également au niveau du comportement humain de manière générale. Vous ne le voyez pas encore comme ça. C'est pour ça que je dis toujours, il faut beaucoup lire. Il faut aimer lire. Si vous n'aimez pas lire, ne faites pas du stock picking. N'en faites juste pas. Moi, je suis toujours sidéré de voir des gens qui ne lisent pas, qui ont 4 milliards d'entreprises en portefeuille, qui se basent uniquement sur des éléments quantitatifs, même c'est beaucoup. Mais très souvent, c'est juste... ils se basent uniquement sur leur jugement, sans éléments quantitatifs derrière. C'est normal que ça finisse mal parce qu'en période difficile, vous allez vous poser vous allez vouloir vous poser les bonnes questions, mais il sera trop tard. Il faut se poser les bonnes questions en amont. OK? J'espère que je ne vous dégoûte pas de la thématique du stock picking, mais il faut que je vous dise la vérité. Parce que j'aurais pu venir ici vous dire que vous donner ce que vous dire ce que vous voulez entendre, OK? Pour vous vendre derrière ce dont vous avez réellement besoin. Mais je préfère vous dire exactement ce dont vous avez besoin en date d'aujourd'hui. Je préfère vous le présenter aujourd'hui, maintenant. Pour que demain, si vous voulez prendre un service chez Top Invest ou bien un accompagnement, que vous sachiez à peu près ce qui vous attend. On ne vend pas de rêve. Pas du tout. Tu ne veux pas travailler, tu n'as pas le temps ou bien... Non. Passe à autre chose. Va acheter, va voir quelqu'un d'autre qui va te dire ici que après, tu vas pouvoir investir en 15 minutes. Tu as juste besoin de 15 minutes par jour. Même dans le service Top Premium avec les entreprises que je propose, que je présente généralement des suggestions, d'accord? Ça ne veut pas dire acheter. Je vous demande toujours de faire un effort d'analyse. Parce que derrière ça, vous achetez en vous basant sur vos propres jugements. Or, si vous ne comprenez pas la compagnie en question, ça ne sert à rien. Demain, quand elle aura des problèmes, c'est mon téléphone qui va sonner. Ouais, qu'est-ce que je fais? Non. Avant d'acheter, est-ce que je comprends? Est-ce que j'ai envie de continuer? Si je ne comprends pas, est-ce que j'ai pas envie? On passe à autre chose. OK? Donc, les données, c'est important, mais sachez également qu'on peut faire dire aux data ce qu'on veut. La vraie question à se poser généralement, c'est quelle est la méthodologie derrière ces données-là? Qu'est-ce qu'on utilise? Et par rapport à mon jugement, par rapport à mes connaissances, est-ce que ça me semble être correct? Parce que ne sous-estimez pas votre propre jugement. Parce que je considère que vous êtes toutes des personnes intelligentes. Bref, on continue. Alors, les données sont un outil précieux, mais elles ne sont pas infaillibles. Les échantillons insuffisants, des biais ou des informations obsolètes peuvent mener à des erreurs. Quand quelqu'un affirme que les données le prouvent, il est utile de se poser quelques questions. L'échantillon est-il assez large? Représente-t-il bien la réalité dans son ensemble? Les données passées sont-elles réellement comparables à la situation actuelle? En reconnaissant les limites des données, nous pouvons éviter des conclusions hâtives et des décisions mal informées. Cette prudence est une leçon d'humilité face à l'incertitude. Quand vous faites du stock picking, l'humilité est de rigueur. Si vous êtes arrogant, ne vous inquiétez pas, le marché se chargera ici de vous remettre à votre place. D'accord? Donc, vous pouvez vous tromper, il faut déjà l'accepter aujourd'hui. Les récessions, c'est normal, ça peut arriver, personne ne sait quand est-ce que ça va arriver. Le plus important aujourd'hui, c'est de sélectionner la qualité à bon prix et de s'asseoir sur ses mains tranquillement. D'accord? Parce que les secousses, il y en aura. Les moments de doute, il y en aura. Mais ce qui vous aidera à tenir ici, c'est l'accumulation perpétuelle de vos connaissances par rapport aux différents dossiers qui sont dans vos portefeuilles respectifs. Aujourd'hui, vous avez entendu, Meta il y a le procès contre la position dominante ici de Meta. On va se dire une chose. Soit Meta est démantelé, ou on aura à payer une grosse amende. C'est l'un ou l'autre. Entre les deux. Évidemment, on aurait préféré une grosse amende.
Mais si Meta également démantelé, moi en tant qu'actionnaire, est-ce que c'est mauvais pour moi? Non. Instagram a énormément de valeur. Mais Facebook a énormément de valeur. WhatsApp également a une certaine valeur. Et donc, on va se dire que Oculus peut-être également, on va se dire comme ça. Donc, moi, en tant qu'actionnaire, je vais recevoir une partie de ces différentes entités-là. C'est tout. Et si je considère que séparer, ça peut même valoir bien plus que ça, bah pourquoi est-ce que je me plains? Et le fait même qu'il y ait un TikTok ban, etc., ça peut même être bénéfique pour Meta. Bref, il faut se poser les bonnes questions. Ne tombez généralement pas ici. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire que 1 plus 1 égale 2 que vous allez vous dire « Ah, c'est vrai. Pourquoi c'est égal 2? Pourquoi ?» Comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion? Qui s'est même levé un matin et dire qu'on doit saluer avec la main droite ou bien avec la main gauche? Ouais, des questions comme ça, on ne se pose pas souvent. Pourquoi est-ce que les Indiens, au lieu de dire oui, ils font du signe? Vous savez, quand on dit oui, on hoche la tête comme ça. On a tendance ici à hocher la tête du haut vers le bas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oh, les Indiens, c'est différent. Allez-y voir, à peu près, ils ont tendance ici à... le mouvement de la tête qu'ils font, généralement, c'est souvent synonyme de non alors qu'ils veulent dire oui. C'est bizarre. Au Japon, par exemple, le vert signifie négatif, rouge signifie positif. C'est bizarre. Parce que techniquement, c'est différent. Les cultures sont différentes. Je sais que je parlais de données ici, mais bon, je mets également en opposition d'autres éléments ici qui pourraient vous aider à vous rendre compte que dans ce monde-ci, faites attention aux évidences. Ce n'est parfois pas ce que ça veut réellement dire. OK? Ne tombons pas dans le complotisme ou ce genre de choses-là. Mais utilisez votre cerveau. C'est important. OK? Il faut également reconnaître que vous pouvez vous tromper. Et ce n'est pas grave non plus. L'essentiel, c'est de le reconnaître et d'avancer. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ceux qui sont sérieux dans leur thématique de stock picking, ceux qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement afin d'investir avec conviction, vous pouvez nous retrouver dans le service Stock Premium. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci, au revoir.